Mate-moi la taille du monstre. Jambon de pays, rillettes, rosette et un petit peu de terrine de lapin pour pas que ce soit trop sec. Putain, mais c'est quoi ce truc de ouf? T'imagines l'empreinte écologique qu'il a, ce sandwich? Ouais, je sais. Faut que j'arrête. Bah ouais, au moins que tu réduises un peu. Non, faut que j'arrête. Oui, j'ai compris. Non, faut que j'arrête. Quoi? Non, non, laisse tomber. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui présente l'avantage, mon cher Thomas, de ne pas traiter d'un film mais de deux films, bande de petits vénards. Et oui, parce qu'on va commencer par vous parler du fameux Okja, le film de Bong Joon-ho qui fait le buzz en ce moment, notamment suite à la polémique Cannes Netflix. Et dans un deuxième temps, on vous parlera du film qui a fait connaître ce réalisateur en 2003. On parle bien sûr de Memories of Murder. Oui, parce que le film se paye une jolie petite ressortie cinématographique en version restaurée le mercredi 5 juillet, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, mon cher Thomas, nous allons faire une petite présentation du réalisateur. C'est parti! Okja, film américano-sud-coréen de Bong Joon-ho, réalisateur et scénariste de 47 ans. Après avoir étudié la sociologie à la prestigieuse université Yonsei à Séoul, il s'intéresse au cinéma en intégrant la Korean Academy of Film Arts. Après un film de fin d'études plutôt remarqué en 1995, il sort son premier long métrage en 35 mm 5 ans plus tard intitulé Barking Dog. Cette comédie dramatique sarcastique le révèle en Corée. Mais c'est véritablement en 2003, avec Memories of Murder, qu'il connaît le succès puisque ce thriller policier basé sur des faits réels cartonne au box-office coréen avec 5 millions d'entrées et dépasse largement les frontières de cette dernière. En 2006, il signe The Host, savant mélange de films de monstres, de drame familial et de comédie. Présenté à Cannes, il consolide sa renommée internationale et file par la même occasion un bon coup de pied à un genre quelque peu léthargique. Il participe en 2008 au triptyque Tokyo et donne sa vision du Japon aux côtés de Léos Carax et Michel Gondry, réalisateurs pour le moins confirmés. Changement de style en 2009 avec Mother, drame racontant l'histoire d'une mère prête à tout pour prouver l'innocence de son fils en compétition à Cannes cette année-là. Première coproduction internationale en 2013 avec Snowpiercer, film de science-fiction adapté de la bande dessinée française de Transpersonnage produit par Park Chan-wook himself et doté d'un solide casting avec l'habitué Song Kang-ho à l'affiche d'un certain Memories of Murder. Côté casting de ce Okja, on retrouve dans le rôle principal la jeune Seo Young-han, je sais pas si je le prononce comme il faut, je suis désolé. Cette jeune actrice coréenne de tout juste 13 ans est pourtant loin d'être une débutante parce qu'elle a commencé en 2010 dans The Housemaid. Ah, du coup là tu te... juste pas pour la prononciation. Non, ça va. On retrouve aussi Tilda Swinton, qui est donc retrouve Bong Joon-ho après sa participation dans Snowpiercer, et que vous avez pu voir aussi récemment dans Doctor Strange, et même un peu plus anciennement que ça, dans Narnia. Donc, Ouais, voilà. puis je crois qu'elle a aussi un peu à la prod sur Okja également. Effectivement. On retrouve bien sûr Jake Gyllenhaal, mais est-ce qu'on a encore besoin de présenter Jake Gyllenhaal? Vous l'avez pu voir dans les excellents films de Denis Villeneuve, Enemy et Prisoners. Mais aussi il a été découvert dans Donnie Darko, dans d'autres films, et tiens, très récemment vous avez pu le voir dans le film de science-fiction Life. Eh, d'ailleurs, puisqu'on en parle, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo sur le film. Au casting aussi de ce film, l'excellent Paul Dano, comme toujours, qu'on a découvert dans Little Miss Sunshine et qui confirme son talent de film en film. Il a notamment aussi joué dans There Will Be Blood de PTA, que j'adore aussi. Ouais, et aussi dans Prisoners de... Oh putain, mais le mec toujours. Et aussi dans cet excellent film Love and Mercy, où il jouait le leader des Beach Boys. Et aussi, petite dernière personne, on va dire, au casting, Giancarlo Esposito, qui est un petit peu sous-exploité, et qui est l'excellentissime Gus Fring de la non moins excellentissime série Breaking Bad, qu'on retrouve aussi dans son spin-off Better Call Saul, et qui jouait aussi dans une série Netflix malheureusement annulée, The Get Down. Okja, c'est le nom d'un super cochon, comprenez une espèce de cochon géant au croisement un peu avec un hippopotame, un peu un labrador, qui grandit en fait au fin fond d'une montagne sud-coréenne dans la ferme tenue par un vieux monsieur et sa jeune petite fille prénommée Mija. Sauf que le jour où la méchante compagnie multinationale va vouloir récupérer son bien pour en faire des espèces de côtelettes, et ben la jeune Mija va se lancer dans une aventure pleine de péripéties dans le but de récupérer et de sauver son ami. Voilà. Tout un programme, mon cher Thomas. Encore une fois. Alors on en a parlé au début de cette vidéo, c'est vrai que Okja fait polémique en ce moment en France, et ça c'est dû en grande partie à son mode de production. D'ailleurs le scandale a un petit peu commencé à Cannes cette année, puisqu'on savait que ce serait un film qui sortirait finalement pas au cinéma, et ça c'est à cause de la chronologie des médias. En France, quand un film sort au cinéma, il faut attendre 3 ans pour le voir se retrouver sur des plateformes de SVOD type Netflix, sauf que là dans ce cas-là c'est Netflix qui produit le film, donc eux le veulent forcément le jour de sa sortie. Ils disent nous on a filé les thunes donc on va pas attendre 3 ans pour le mettre sur notre plateforme. Les exploitants de salles disent oui nous si ça
sort en même temps sur Netflix et en même temps en salle, c'est du manque à gagner pour nous, donc on veut pas que ça sorte au cinéma. Donc il y a un petit peu ce problème en France, et c'est loin d'être réglé, mon cher Thomas. Oui, c'est vrai que Okja souffre aussi un petit peu du coup de cette étiquette Netflix qui porte, on va dire, le sceau de l'impérialisme américain. Ce qui est un petit peu un faux procès qui est fait au film, parce que d'accord, il est produit par Netflix, d'accord, il y a des intérêts financiers derrière, mais enfin c'est le cas systématiquement dans une production de cinéma, faut pas se leurrer. Et d'autant plus que le film là, il est finalement multiculturel, parce que d'accord, il est produit aux États-Unis, mais enfin, ils ont été chercher quand même un vrai auteur de cinéma sud-coréen pour produire une œuvre qui parle, je pense, qui est assez universelle. Donc je trouve que c'est vraiment un faux procès qui est fait à ce film. Ouais, puis c'est surtout que la question elle est loin d'être bouclée, puisqu'on a appris très récemment que le prochain Scorsese allait être produit par Netflix, et même que le prochain Almodovar, qui était excusé du peu cette année, le président de Cannes, va se faire produire son prochain film par Netflix. Donc on n'a pas fini d'en entendre parler, et peut-être que d'ici quelques temps, la chronologie des médias va peut-être sauter en France, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, le débat reste entièrement ouvert. De notre côté, on déplore que le film n'ait pas fait l'objet d'une sortie sur grand écran, il l'aurait très largement mérité. Mais alors au-delà de cette polémique, mon cher Thomas, est-ce que ce film est une œuvre qui vaut le coup d'être vue tout simplement? Écoute, le film a bénéficié d'un accueil critique vraiment excellent, et à notre avis, puisque je sais que tu as, comme moi, adoré le film, c'est plus que mérité. Une des premières choses peut-être qu'on peut dire à propos de ce film-là, c'est qu'il est un petit peu difficile à ranger dans une case. C'est décidément quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma sud-coréen. On retrouve dans Okja un petit peu de films d'aventure, un petit peu de drame familial, un petit peu de comédie. Un côté sociologique aussi assez présent. Voilà, beaucoup de choses. C'est quelque chose que Bong Joon-ho maîtrise très bien, l'image de ses pairs sud-coréens. C'est sans doute lié aussi au fait que lui, il maîtrise son œuvre vraiment du début à la fin, puisque non content de réaliser le film, il l'écrit aussi. De toute manière, il écrit les scénarios de tous ses films. Et en plus de ça, grâce à Netflix, en tout cas, malgré Netflix, il a réussi à bénéficier du Final Cut. Voilà, alors pour les gens qui ne savent pas, le Final Cut, ça veut dire que le réalisateur a tout simplement la main mise sur le montage final de son film, alors que les réalisateurs qui ne possèdent pas le Final Cut, c'est plutôt les studios qui vont avoir leur mot à dire, en tout cas sur le montage définitif, et ça nous donne des cas, comme récemment à Suicide Squad. Ouais. Pour moi, Okja, ce mélange des genres dans Okja lui donne un petit aspect un petit peu conte en fait. On est à la frontière entre le film familial, le cinéma familial, presque le film pour enfants, et un cinéma un peu plus radical. Je trouve qu'il y a Bong Joon-ho se permet de faire penser à des géants du cinéma comme Miyazaki par exemple. Ouais, c'est vrai qu'il y a le début du film un côté très de Mon voisin Totoro. Évidemment aussi ça l'oriente clairement vers du Spielberg, on pense notamment à E.T. Par exemple. Et aussi pour les plus gamers ou geeks d'entre vous et d'entre nous, le jeu qui est sorti récemment, The Last Guardian, pour vraiment ce rapport entre l'enfant et la créature. Moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un peu de tout ça réuni, quoi. Alors comme on l'a dit précédemment, c'est vrai que ce film a une forte empreinte sociologique, en tout cas ça c'est vraiment très commun dans le cinéma de Bong Joon-ho, et c'est sûrement dû au fait, comme on l'a dit dans la présentation, qu'il a étudié la sociologie à l'université, et c'est quelque chose qu'on retrouve et dans tous ses films, et bien évidemment dans Okja, qui est une virulente critique de toute cette industrie agroalimentaire qui veut toujours plus à moindre coût, et c'est plutôt bien foutu dans l'ensemble. Oui, c'est vrai qu'il avait déjà abordé d'autres thèmes, par exemple l'écologie dans The Host. Ouais, ou même dans Snowpiercer, qui traitait très clairement de la lutte des classes par exemple. Je trouve ça d'autant plus courageux dans le cas de Okja, une production de cette ampleur, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis dans ce projet, qu'ils se permettent d'aborder un thème aussi actuel et puis aussi politique finalement. Je trouve que c'est bien qu'un film qui est destiné quand même à un public très large se permette d'aborder et de prendre des positions sur des sujets comme cela. C'est courageux, et je trouve que ça mérite rien que pour ça que le film soit poussé, quoi. Ouais, c'est vrai que ça brasse quand même pas mal de sujets, notamment des sujets qui sont très très actuels, que des citoyens dont se posent des questions. Par exemple, toutes ces campagnes de greenwashing que nous font toutes ces grandes entreprises, par exemple Apple ou McDo pour ne citer qu'elles, qui vous font croire par des techniques marketing assez savantes qu'en fait ils sont de plus en plus écolos, alors qu'ils produisent des produits justement de plus en plus périssables et de plus en plus vite. Ceci dit, Bong Joon-ho se défend d'avoir voulu faire un film pro-végétarien. Ouais, n'empêche que quand tu sors du film, t'as pas tout de suite envie de te taper des côtelettes. C'est pas faux. Une des autres grosses qualités dans l'écriture de Okja, c'est le fait que ses antagonistes, mais pas parce qu'on découvre les antagonistes, ne sont pas trop manichéens, même si les personnages gardent un côté un peu caricatural. Ouais, ça c'est sûrement dû au genre, au style du film, parce que nous on a vraiment vécu ça comme un film familial. C'est pas vendu comme tel, mais en tout cas, c'est un film familial, faut pas se le cacher, quoi. Alors du coup, c'est vrai que ce côté caricatural de certains des personnages facilite la lecture pour les plus jeunes spectateurs, et puis participe de toute façon à la logique de conte vraiment
Pour nous, Okja, c'est vraiment un conte. Ouais, et donc il y a vraiment ce degré de double lecture, hein, finalement. C'est vrai qu'un enfant qui verra Okja ne ressentira pas la même chose qu'un adulte regardant Okja, quoi. Par exemple, pour les enfants, pour eux, ce sera vraiment la quête de cette petite fille pour retrouver son animal fétiche, hein, son doudou, finalement, un petit peu. Et alors, pour les adultes, on a vraiment ce côté beaucoup plus pessimiste, avec, voilà, comme on a dit tout à l'heure, ces dénonciations de l'industrie agroalimentaire. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est très juste, qui est prononcée par un des personnages dans le film, qui est « De toute façon, c'est pas cher, donc les gens achèteront. » Et ça résume quasiment tout le film à lui tout seul, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc pourquoi est-ce qu'on disait un petit peu avant que le film, les personnages ne sont pas trop manichéens, parce que clairement, il y a le camp des gentils, le clan des méchants, mais chacun des personnages qui se retrouvent dans ces deux camps, personne n'est tout noir ou tout blanc en fait. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, pour en revenir au personnage en tant que tel, on a le personnage joué par l'excellentissime Paul Dano, hein, qui joue le chef d'un gang rebelle qui est le Front de Libération des Animaux. Et bien même eux, en fait, ils en prennent vraiment pour leur grade. C'est vrai qu'il a un de ses subordonnés qui se laisse quasiment mourir de faim. Alors évidemment que le mec est végétarien, il ne mange pas de viande, mais il mange quasiment ni de légumes, ni de fruits, parce qu'il veut réduire au maximum son empreinte écologique sur la planète. Et donc pour lui, transporter des fruits et des légumes, ça se fait avec du pétrole, donc il laisse quasiment mourir. Donc ça, c'est plutôt assez bien foutu, quoi. Ouais. Et dans le camp opposé, on a aussi le personnage de Tilda Swinton qui interprète donc la PDG de la multinationale vraiment evil, quoi. C'est Monsanto, quoi, la meuf, hein. Exactement. Sauf que du coup, malgré ça, elle a des petits côtés, des petites pointes par moment d'humanité. Et c'est ça qui est vraiment très agréable, je trouve, dans le cinéma de Bong Joon-ho et particulièrement dans Okja, c'est que ces personnages ont jamais rien de définitif. On n'arrive jamais vraiment à savoir ce qui va se passer par la suite. Du coup, tous ces films sont assez haletants à cause de ça. Grâce à ça en fait, et du coup c'est vraiment très agréable à regarder en fait. Ouais, c'est vrai qu'il reste pas figé, et alors malheureusement il y a quand même un bémol sur un des personnages, et là on est d'accord tous les deux avec Thomas, on a même trouvé ça un peu gênant pour lui, c'est le perso interprété par Jake Gyllenhaal qui est en roue libre, mais complètement tout le long du film, le mec cabotine à mort. Il interprète une sorte de zoologiste, je sais pas trop comment, mais il cabotine à fond, c'est très cartoonesque comme perso, et moi je trouve que ça tombe vraiment à côté de la plaque dans le récit et dans cette histoire. Enfin bref, moi j'ai pas du tout cru à ce perso, quoi. Non, c'est d'autant plus dommage que Jake Gyllenhaal est décidément dans une phase un peu compliquée, parce qu'il nous avait offert une prestation pour le moins moyenne dans le dernier très récent Life. J'espère qu'il va revenir sous de meilleurs aspects, parce qu'on l'a connu quand même bien meilleur que ça, quoi. Un petit mot quand même pour vous parler de la réalisation signée donc Bong Joon-ho, on l'a suffisamment dit. C'est vrai que la réalisation est de très haut niveau, monsieur avait plus grand chose à prouver. On retrouve son style vraiment très posé, avec des plans assez lents, assez longs, des mouvements de caméra très maîtrisés, ce qui n'enlève rien malgré tout à la qualité des scènes d'action dans le film. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai blockbuster, hein, quand même, c'est pas vendu tel quel, mais ça reste comme un blockbuster, et c'est vrai que comme tu le dis, ça reste quand même posé, on n'a pas les affres d'un blockbuster américain classique, on en prendrait plein la gueule, où on n'arriverait pas à lire les scènes d'action. Là, au contraire, tout est vraiment super bien foutu, et je pense une scène qui va rester un peu une scène culte par rapport à ce film-là, c'est notamment la scène dans le métro avec le passage dans le centre commercial souterrain qui est vraiment hyper bien foutu, et c'est vrai qu'on a une vraie recherche esthétique dans ce film-là qui est quand même très très coloré, hein. Ouais, ça rejoint encore une fois cette fameuse logique du film familial, voilà. Okja mérite bien la note de 4 tirelires cochons sur 5. Il tire sa force d'un savant mélange des genres et des cultures qui donne à la fois un film drôle, touchant et chargé d'un vrai message. Je ne sais pas si je montrerai le film à mes enfants tout de suite, mais en tout cas, Okja est d'ores et déjà pour moi un des meilleurs films de l'année. Ne vous arrêtez pas à la polémique, ce Okja mérite amplement ses 4 kakis sur 5. Courte initiative pour les uns, pamphlet écologique pour les autres, le film est le parfait exemple de ce que doit être un vrai blockbuster, divertissant sans en oublier le fond. Et pour parodier un autre film de monstre célèbre, on peut dire que chez Bong Joon-ho, on fait des films et on les fait bien. Eh bien Thibaut, je suis d'accord avec toi, chez Bong Joon-ho, on fait des films et on les fait bien. Il faut quand même savoir que son Okja n'était pas son premier chef-d'œuvre, il avait déjà œuvré par le passé, et dès son deuxième film déjà, on avait affaire à un vrai travail d'orfèvre avec, vous l'aurez compris je pense, Memories of Murder. Quelle surprise. Et on entame donc la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, on a des belles transitions aussi soignées que celle de Jean-Pierre Pernaut, hein. Il a rien à nous envier. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Memories of Murder est sorti il y a déjà 15 ans, puisqu'il est sorti en 2003, et qu'il bénéficie donc le 5 juillet prochain d'une ressortie dans les salles obscures françaises, dans une version remasterisée 4K s'il vous plaît. Donc si vous n'avez pas vu le film, ou même si vous avez adoré ce film comme nous, eh bien retournez le voir au cinéma. Alors justement, petite parenthèse par rapport à ce film-là, on l'a dit qu'il était sorti depuis une bonne dizaine d'années facilement. On va spoiler le film, hein, parce qu'on estime qu'il y a déjà pas mal de gens qui l'ont vu, donc voilà, si vous voulez voir cette vidéo,
Allez voir le film le 5 juillet et retournez la voir après, bien évidemment, ne la laissez pas de côté, faut retourner la voir. Parenthèse refermée, c'est vrai que ce film a été un véritable carton en Corée du Sud surtout, bien évidemment, et il a influencé pas mal de gens, et puis c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, il se tire un peu la bourre parmi les meilleurs thrillers mondiaux, on va dire, notamment Seven ou Zodiac du même Fincher, et il a commencé et surtout influencé ses compatriotes jusqu'à très récemment, puisque l'année dernière avec The Strangers, à qui The Strangers emprunte pas mal de trucs à Memories of Murder, que ce soit au niveau de l'ambiance, un petit peu aussi de la mise en scène de ses personnages et même un petit peu de son histoire, on va dire, du traitement de son histoire en tout cas. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un film qui a fait date dans l'histoire du cinéma coréen, mais peut-être tout simplement dans l'histoire du cinéma tout court, et on va essayer ensemble de voir pourquoi. Alors au niveau du casting, on retrouve Kang Ho-song, qui est déjà un habitué chez Bong Joon-ho, puisqu'il a joué dans The Host et dans Snowpiercer, et on le retrouvera à l'affiche du prochain film de ce dernier, un film 100% sud-coréen. Qui s'appelle Parasite. Tout à fait Thomas, merci pour l'information. On retrouve aussi Sang Kyung-kim, qui joue le flic venu de Séoul. Ah ouais, il était super bon dans Rush Hour. Putain. Dans Rush Hour, c'était Jackie Chan, Thomas. Ah bon? Mais oui. Et pour clore donc ce magnifique trio de policiers, mon cher Thomas, il y a donc Ro Hakim qui est spécialiste en coups de pied sautés. Ah ouais, lui il était bien dans Le flic de Hong Kong. Putain, mais là aussi c'est encore Jackie Chan, et me fais pas le coup du hey, ils se ressemblent tous, hein. Memories of Murder, c'est donc un thriller, on l'a dit, mais qui a la particularité de se baser sur un fait divers réel, c'est-à-dire l'histoire du premier serial killer de l'histoire de la Corée du Sud, qui a sévi entre 1986 et 1991, en tuant et violant avant ça une dizaine de femmes, et qui a la particularité de n'avoir jamais été attrapé. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait un petit peu le parallèle avec le Zodiac de Fincher. Tout à fait. Alors je dis l'histoire du serial killer, c'est un peu un abus de langage parce qu'en fait le film nous raconte plutôt l'histoire de l'enquête du point de vue des policiers, donc les policiers locaux qui vont très vite être rejoints par un policier de Séoul aux méthodes complètement différentes des leurs. Alors on sait que Bong Joon-ho c'est un réalisateur qui est extrêmement méticuleux et qui est très précis, notamment dans la reconstitution d'événements sur Memories of Murder, puisqu'il a investi directement les lieux où se sont déroulés les faits de cette affaire sordide. Il a rencontré les protagonistes qui étaient en charge de l'enquête à l'époque, et tout ce que l'on voit dans le film, par exemple les bureaux des policiers de l'époque sont vraiment des bureaux qu'ils avaient vraiment, de la moindre agrafeuse jusqu'à la moindre machine à écrire, tout est vraiment d'époque, tout a vraiment été reconstitué, même jusqu'aux marques de cigarettes que les mecs fumaient à l'époque, donc toujours très très précis, et c'est ça qui nous rend encore plus dans l'immersion de cette histoire. Bon, on en a parlé tout à l'heure quand on abordait Okja, mais Bong Joon-ho adopte systématiquement un point de vue sociologique dans son cinéma, et évidemment, Memories of Murder ne fait pas exception à cette règle, puisqu'il nous dresse un portrait de la Corée du Sud des années 80 très, très critique. La question qu'il faut se poser quand un film se déroule à une époque différente de l'époque à laquelle il est tourné, c'est pourquoi ce décalage, pourquoi ce changement d'époque. Évidemment, la question ne se pose pas quand il s'agit d'un film historique, mais ici c'est pas le cas, et on peut se penser qu'il y a toujours derrière une intention politique et ou sociétale, et clairement ici, Bong Joon-ho nous offre une photographie à l'instant T de la Corée du Sud, et nous en dresse un portrait vraiment très, très cynique et très acerbe. Bref, pour résumer, dans le cinéma de Bong Joon-ho, le point commun finalement entre tous ces films, c'est que l'humain est systématiquement au centre de sa problématique. Alors comme on l'a dit, le film se déroule dans la seconde moitié des années 80. Faut savoir qu'à l'époque, en Corée du Sud, il sortait à peine de 30 ans de dictature, le pays était en pleine expansion économique et en pleine reconstruction. On commençait à avoir de bonnes différences entre les villes modernes et les campagnes les plus reculées, et ça c'est vraiment personnifié à l'écran par ce duo de flics, le flic venant de Séoul et le flic de campagne aux méthodes radicalement différentes. Et il faut savoir que les plaines sont pas refermées pour la Corée du Sud, puisqu'elle est aujourd'hui officiellement encore en guerre avec ses voisins de la Corée du Nord. Ouais. Ce contexte politique et forcément l'ambiance qui l'accompagnait à l'époque est vraiment bien retranscrit à l'écran. Ça passe par plusieurs choses, notamment ces scènes d'alarme à la population qui ponctuent le film, comme certainement à l'époque ils ponctuaient la vie des Coréens, et aussi ces scènes de répression policière lors de manifestations assez violentes. Bref, tout ça, ça donne vraiment une saveur particulière à ce thriller qui est vraiment loin des experts et des méthodes d'investigation ultra modernes, et on regarde en fait une enquête qui est vraiment extrêmement difficile. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est vrai qu'on a un exemple très criant dans le film. Il y a une scène où la scène de crime est complètement piétinée par le moindre badaud, le moindre journaliste ou même les flics eux-mêmes qui savent absolument pas ce qu'ils doivent faire. On a une police scientifique qui est complètement inexistante, on a des méthodes complètement archaïques, et c'est vrai que à cette époque-là, il fallait vraiment plus créer une sorte de coupable plutôt que d'essayer de trouver le véritable auteur, quoi.
Ouais, ça ressemble un petit peu à ce qui se fait en France encore aujourd'hui en fait. Sans même parler des croyances ésotériques empreintes de chamanisme qui persistaient encore très fortement à l'époque. Pour vous donner des exemples, dans le film on voit un épouvantail qui est recouvert de gris-gris. Il faut savoir que la police a véritablement à l'époque fait placer un épouvantail au milieu d'un champ dans le but de faire fuir le tueur, ou même que la porte du commissariat a été déplacée d'une dizaine de mètres parce qu'un chaman avait prétendu que ça portait malheur à l'enquête. Enfin voilà, tout ça pour vous dire à quel point on est loin dans ce film-là des enquêtes telles qu'on peut les concevoir aujourd'hui. Une des choses récurrentes que l'on retrouve dans le cinéma sud-coréen, c'est l'humour. Hein. Il y en a souvent dans des films qui ont des genres très marqués, pas forcément des genres humoristiques. On l'a vu l'année dernière dans The Strangers, ou même cette année dans Tunnel, qui sont pas des films très très drôles à la base. Et c'est vrai que dans ce Memories of Murder, toute la première moitié du film, moi j'ai vécu ça limite comme de la comédie, quoi. Il y a des scènes complètement what the fuck. À un moment, ils pensent avoir trouvé le tueur qui, soi-disant, se raserait les poils pubiens. Donc après, s'ensuit une scène dans un sauna où ils essayent de trouver le tueur avec pas de poils à la tub, quoi. Donc c'est un peu n'importe quoi. Et nous on se pose la question avec Thomas de savoir si cet humour ne provient pas finalement juste du décalage culturel que nous on a avec la Corée du Sud, ou si c'est vraiment un truc à 100% comédie, ou alors peut-être que c'est dû aussi aux intonations des voix qui nous font quand même pas mal marrer. On va pas s'attarder très longtemps sur la réalisation parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Bong Joon-ho c'est vraiment un réalisateur qui maîtrise son sujet, qui maîtrise de manière générale le langage cinématographique presque à la perfection. Moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film-là, c'est ces plans que j'appellerais moi des plans tableaux, qui sont des plans assez larges et qui durent assez longtemps, qui sont vraiment très recherchés d'un point de vue construction de l'image, d'un point de vue esthétique, et qui en plus de ça, au-delà de la beauté à l'image, enfin de la beauté à l'écran, apportent aussi, généralement, sont placés à des moments étapes dans le film au niveau de la narration, et accompagne les personnages vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment très intelligent, c'est très bien fait, et moi ça m'a beaucoup plu. Ouais, on a aussi la photo qui rend une atmosphère assez lourde au film, donc qui renforce un petit peu cet état de malaise et ce qu'on pouvait vivre à la fin de ces années 80. On a vraiment l'impression que le film est baigné dans une chape de plomb tout au long du film. On a vraiment des tons dans les gris, dans les sépias, et on a vraiment ce plan d'ouverture et ce plan de fermeture du film qui sont les plans les plus clairs et les plus, on va dire, joyeux du film, quoi. Et comme nous aimons bien terminer nos vidéos par des petites notations, mon cher Thomas, aujourd'hui nous avons décidé de faire une notation commune et je te laisse la primeur de l'annoncer à nos chers visionneurs de YouTube. Nous avons décidé d'attribuer l'excellente note de 4,5 chaussures nice sur 5 à ce Memories of Murder, un thriller classique parmi les classiques, qui en plus de ça, bande de petits vénards, ressort au cinéma, contrairement à Okja malheureusement. Et donc avoir la chance de voir ou revoir un film de cette ampleur sur grand écran, ça ne se refuse pas, donc foncez. C'était les squatteurs de ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo, Thomas. Bon, je vois, une partie comment l'air. Et puis n'oubliez pas non plus, c'est important, le film, mais au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao.